C'était une journée caniculaire le vendredi 28 août 2020. Il était presque minuit lorsque Leslie Palaco, âgée de 22 ans, et Eric Ronel, âgé de 25 ans, sont entrés dans le parking du casino Longhorn. Situé à Whitney, une zone autrefois appelée East Las Vegas, le casino Longhorn a été construit en 1989 et accueille à la fois les visiteurs et les habitants de la région, offrant un environnement plus décontracté pour s'amuser et parier. Les deux entrent à l'intérieur et se dirigent vers le restaurant Chuquagon, passant devant les machines à sous et autres opportunités de jeu. Elle est étudiante infirmière, à quelques mois de l'obtention de son diplôme, et lui est un jeune homme très intéressé par le rendez-vous et ce qu'il pourrait apporter. Ils s'installent pour un bon dîner et prennent plusieurs boissons alcoolisées avec leur repas. En réalité, ce n'est rien d'exceptionnel, en fait aucun d'eux ne semble ivre après leur repas. En sortant, ils évitent à nouveau les machines à sous, comme le font souvent les habitants. Leslie porte des restes à emporter dans un sac et Eric semble être un compagnon familier et de confiance. En raison des réglementations liées à la pandémie, elle porte un masque, tandis qu'Eric semble l'avoir oublié de remettre, ce qui rend son visage facilement reconnaissable. Ils sortent dans le parking, leur dîner ayant duré environ 1h30. Il est maintenant aux premières heures du samedi matin. Ils ont une conversation animée mais apparemment amicale alors qu'ils retournent au camion d'Eric. Elle fait le tour du côté passager du camion et Eric monte du côté conducteur. Pour beaucoup de gens, le rendez-vous se serait arrêté là, mais dans une ville qui ne dort jamais, la nuit est encore jeune et bien sûr, le couple l'est aussi. Ils prennent la route pour leur prochaine étape, le Potter's Bar & Grill sur East Charleston Boulevard à Las Vegas. Le couple arrive vers 2h15, environ 20 minutes après avoir quitté le parking du Longhorn. Ils prennent d'autres boissons et partent à un moment donné, mais le personnel du bar ce soir-là n'a pas pu être certain de l'heure exacte à laquelle le couple est parti. Encore une fois, tandis que la plupart des gens auraient peut-être appelé un soir, le jeune couple a continué sa sortie. Leur prochaine étape serait l'un des emplacements du Bourbon Street Sport Bar, où les deux seraient vus passer plus de temps ensemble, buvant de la bière et prenant des shots de tequila. Finalement, après avoir passé des heures dehors et à boire, les deux ont finalement décidé d'appeler une fin de soirée et sont rentrés chez Eric. Ils arrivent juste avant le lever du soleil, vers 5h30 du matin. Leslie montre les effets d'une forte consommation d'alcool et maintenant Eric doit l'aider à sortir de la voiture. Elle a beaucoup de mal à marcher et Eric l'aide à entrer dans la maison. Les deux semblent encore s'entendre à l'intérieur. Eric l'emmène dans sa chambre. La maison appartient au père d'Eric, José Ranel, et à sa mère, et sa jeune sœur Ivy aussi. José a prévu d'emmener sa femme à un événement dans leur église ce matin-là, mais il n'est pas encore totalement actif à ce stade. Personne ne voit vraiment le couple entrer, et puis quelque chose tourne terriblement, irrémédiablement et fatalement mal. Avant de commencer, nous tenons à adresser nos plus sincères condoléances à la famille et aux proches de Leslie Palaco, une jeune femme qui nous a quittés alors que sa vie ne faisait que s'épanouir. Samedi après-midi, la famille de Leslie s'est inquiétée car elle n'était pas rentrée de son rendez-vous. Sa mère, Arily Palao, et sa sœur, Nelly Palao, ont contacté le service de police métropolitain de Las Vegas et leur ont dit que Leslie n'était pas rentrée de son rendez-vous la veille au soir. Elles ont déclaré avoir essayé toute la matinée de l'appeler et de lui envoyer des messages, mais sans réponse. La dernière communication que sa sœur a reçue de Leslie était un message de son numéro de téléphone qui disait simplement « Je dois vous dire quelque chose », mais la réponse de Nelly sur ce qui s'était passé n'a jamais été reçue. Ensuite, le service de police métropolitain a fait quelque chose que les services de police et les agences chargées de l'application de la loi à travers le pays sont en train d'abandonner rapidement, ils leur ont dit qu'ils devaient attendre 24 heures avant de la déclarer disparue. Dans le passé, la période d'attente de 24 heures était une règle empirique ou une ligne directrice largement suivie à l'époque où les gens n'avaient pas de téléphone portable ou même l'accès à des lignes fixes dans chaque maison. La règle d'un jour de délai permettait aux gens d'avoir le temps de revenir chez eux, soit en trouvant de l'aide sur le bord de la route, soit en se remettant d'une dispute ou de quelque chose qui les avait éloignés de leur domicile. Au fil du temps,
la communauté des forces de l'ordre a réalisé que cette politique gaspillait des heures essentielles dans la recherche des personnes réellement disparues, souvent avec des résultats tragiques, à mesure que l'utilisation des téléphones portables se développait. Et à mesure que la facilité de contact et de communication augmentait, cela a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase pour cette politique mal conçue. Presque tous les services de police ont maintenant une politique d'enquête dès le premier signalement d'une personne disparue. L'idée que la famille et les amis d'une personne seraient les mieux placés pour juger si cette personne était réellement disparue l'a emporté sur les préoccupations de main-d'œuvre et budgétaires de l'ancienne politique. Pourtant, dans ce cas, la famille Palaco a été priée d'attendre, ce qu'ils ont fait, mais pas sans essayer de contacter José Ranel par téléphone pour vérifier ce que le couple avait fait. Il n'a jamais répondu. La famille a ensuite essayé d'appeler la sœur d'Éric, mais là encore, pas de réponse. Ils sont même allés chez Ron Hill, mais personne n'est venu ouvrir. Ils sont rentrés chez eux 1 heure plus tard et ont dit avoir vu la mère et la sœur d'Éric charger des meubles dans le camion, mais n'ont pas pu leur parler. Le lendemain, avec Leslie toujours portée disparue et ne répondant à aucune tentative de communication, ils ont à nouveau contacté la police, ouvrant cette fois-ci un dossier de personnes disparues. Ils ont informé les enquêteurs de ce qu'ils savaient sur la personne avec qui elle était sortie et de ce qu'ils savaient de leur plan. Quelque part dans le département, à un autre bureau, le 31 août, des membres du service de police métropolitain prenaient un autre signalement de personnes disparues, cette fois-ci pour 2 hommes, un père et son fils José Rangel et son fils Éric Ranel. Il a fallu jusqu'au 1er septembre pour que les agents du service des personnes disparues fassent le lien entre les 2 affaires, surtout avec la famille Palaco qui nommait Éric comme le rendez-vous de Leslie. Un avis de recherche a été émis et les agents se sont rendus au domicile des familles Palaco et Rangel, qui n'étaient qu'à quelques pâtés de maison l'un de l'autre. Les familles se connaissaient depuis près de 15 ans. En quadrillant la zone autour de la maison de Ron Hill sur l'avenue Tippé, les agents ont pu identifier une caméra de sécurité qui aurait pu avoir une vue sur la propriété de la famille. Ils ont rapidement pu accéder aux vidéos enregistrées par cette caméra et les rembobiner jusqu'à avoir des preuves indéniables qu'il s'était passé quelque chose de terrible. Ce qui avait commencé comme 2 affaires de personnes disparues est rapidement devenu un seul cas pour la division des homicides du service de police métropolitain. Ainsi, une vidéo du matin du 29 août montre Éric Rangel, 25 ans, et dans Leslie Palacio, 22 ans, ici vue vivante, à sortir de son camion et à entrer dans la maison. 1 heure plus tard, sur une vidéo que nous avons floue en raison de sa nature graphique, la même caméra capture Rangel et un autre homme que les procureurs pensent être son père, José Rangel, 46 ans, en train de traîner un corps sans vie de la maison jusqu'au même camion. Quelques minutes plus tard, le camion s'en va, laissant Rangel en train de nettoyer l'allée à grande eau. Et maintenant, José et Éric sont tous les 2 portés disparus. Leur famille, laissée derrière, n'a aucune idée de l'endroit où ils se trouvent, mais les agents savent maintenant que la maison des Ranel est une scène de crime. Des mandats ont été obtenus et les agents et l'équipe médico-légale ont fouillé la maison pour y trouver ce qui sera décrit plus tard comme une tentative de nettoyage, peut-être inconsciemment, pour supprimer les preuves d'un meurtre. Des bulletins d'alerte ont immédiatement été diffusés avec les descriptions des 2 hommes et du pick-up de Rangel, y compris le numéro d'immatriculation. Les enquêteurs ont fouillé pièce par pièce la petite maison de 2 étages, documentant les preuves encore présentes. Le détective de la police métropolitaine de Las Vegas, Mitchell Dorsch, devait plus tard dire à un grand jury qu'il y avait de nombreuses pièces à conviction trouvées sur les lieux de la maison des Ranel. Sur le canapé du salon, une paire de gants en latex bleu a été trouvée, ainsi qu'un autre jeu et de nombreux produits de nettoyage dans la salle à manger adjacente. Dans un seau à vadrouille dans la cuisine, on a trouvé un chiffon de nettoyage taché et la tête de la vadrouille montrait également des traces d'une substance sombre. À l'étage, la scène de la chambre d'Éric semblait avoir été bouleversée, les articles ayant été déplacés de façon suspecte. Le draps avait été retiré du matelas et était introuvable. Il y avait également quelques taches sombres sur le matelas qui ont attiré l'attention des enquêteurs. Dans la pièce, ils ont aussi trouvé une carte de client fidèle enregistrée au nom d'Éric, ainsi qu'une chemise de ce dernier, accrochée, avec des gouttes de sang. Le portefeuille d'Éric a été retrouvé dans la pièce, sans argent mais avec tous ses papiers d'identité. Dans la salle de bain, les enquêteurs ont également trouvé 2 éclaboussures de sang sur le sol et en ont prélevé des échantillons. Des mandats d'arrêt ont ensuite été délivrés pour Éric et José, et les médias locaux ont diffusé des annonces pour alerter le public et montrer des photos des 2 hommes portant des masques chirurgicaux, comme presque tout le monde à l'époque de la pandémie. Cependant, ces avertissements sont arrivés trop tard pour arrêter Éric et José. Mais l'avis a attiré l'attention d'un ami d'Éric, qui avait des informations très importantes pour les enquêteurs locaux. Cet homme a expliqué qu'il connaissait Éric depuis environ 5 ou 6 ans et que la dernière fois qu'il l'avait vu en personne, c'était des semaines auparavant, dans un restaurant où l'homme mangeait. Éric était alors manifestement très ivre et s'était assis pour lui demander s'ils étaient amis. Et il ferait-il lui une faveur à l'avenir si Éric lui demandait,
L'homme a dit que c'était une demande maladroite et qu'il l'avait encouragé de toute évidence parce qu'il était ivre. Eric est parti et l'homme n'y a plus pensé jusqu'au matin du samedi 29. L'homme a déclaré avoir reçu un appel d'un numéro de téléphone qu'il ne reconnaissait pas. Quand il a répondu, c'était Eric, et Eric lui a immédiatement rappelé qu'il lui avait promis de lui rendre service. Il appelait pour cette faveur. Eric a dit qu'il avait besoin qu'il lui apporte de l'essence, car il n'en trouvait pas lui-même car il ne voulait pas être vu nulle part sur une caméra. L'homme lui a demandé pourquoi, et Eric lui a dit, selon son témoignage devant un grand jury, qu'il était dans l'Utah à environ 125 miles au nord de Las Vegas. La demande était folle et n'avait pas de sens. Pourquoi avait-il besoin que quelqu'un lui apporte de l'essence de si loin et pourquoi utilisait-il un téléphone différent de son téléphone habituel? Eric, qui était de toute évidence stressé, lui a dit qu'il utilisait un téléphone prépayé, et puis il a prononcé les mots qui allaient transformer les affaires de personnes disparues et les événements étranges dans la pire des situations possibles, parce que j'ai tué une salope. Quand son ami a dit qu'il ne le croyait pas, Eric a répété, « Je suis sérieux, elle est morte dans le siège arrière de mon camion. » L'homme ne voulait rien avoir à faire avec cette situation et il a dit à Eric qu'il devait aller chercher sa fille ce matin-là et qu'il ne pouvait pas l'aider. Il a alors dit à Eric qu'il s'était foutu en l'air en lui disant ce qu'il lui avait dit. Eric a immédiatement raccroché. L'homme est allé voir la police lorsqu'il a vu les reportages sur les informations locales. Pendant ce temps, Eric est apparemment retourné à Las Vegas, où il a rejoint son père, et les deux sont partis on ne sait où, sans dire à personne où ils allaient ni ce qui s'était passé. Il semblait qu'ils n'aient laissé aucune trace derrière eux, pas de transactions par carte bancaire, pas d'appel sur leur téléphone portable, et personne n'avait signalé les avoir vus. Ils avaient disparu comme un couple de fantômes, laissant derrière eux la femme et les filles de José sans aucune explication. Ce ne serait que le 9 septembre que le corps de Leslie serait retrouvé. Des membres de la police tribale de Moapa, de l'équipe de recherche et de sauvetage de Red Rock et des enquêteurs du département de police métropolitain de Las Vegas ont découvert les restes de Leslie dans la vallée de Moapa, près du parc d'État de la Vallée du Feu, à environ 60 miles de Las Vegas. L'endroit se trouvait à quelques miles à l'est de l'Interstate 15, sur la route de la Vallée du Feu, à environ 2500 pieds sur un chemin de terre. Son corps était caché derrière un buisson, dans un lavoir. Les enquêteurs diraient plus tard à un grand jury que le corps avait horriblement souffert de la chaleur, devenant noir au fil des jours, et avait également subi des dommages importants causés par les insectes. L'identification a d'abord été faite en comparant les vêtements que Leslie portait lors de la soirée, un oreiller et un jean, à ce qui a été retrouvé sur ou près du cadavre. Le corps de Leslie a été retrouvé sans pantalon et sa culotte n'avait pas été remise correctement, selon le détective qui faisait partie de l'équipe de récupération et qui avait assisté à l'autopsie. Sa culotte string avait été remise comme si la partie string avait été la ceinture. Son pantalon a été retrouvé à proximité, dans un autre buisson. Le corps a été emmené au laboratoire de l'État pour des analyses. Et une autopsie pour confirmer la cause du décès dû au ravage du désert et aux températures élevées. Les médecins légistes n'ont pas pu déterminer la cause exacte du décès. Le lendemain de la découverte de son corps, la famille, les amis et les membres de la communauté de Leslie se sont réunis pour un service commémoratif de la jeune femme. C'était une fin déchirante à tout espoir qu'elle ait pu être retrouvée vivante. Quant à Eric et José, ils avaient disparu, effectivement. Il n'y avait eu aucun rapport les concernant nulle part. Puis, le 19 janvier 2021, soit un peu plus de 3 mois plus tard, José Ranel s'est rendu à la frontière américano-mexicaine. Les agents de la patrouille frontalière de Santa Cesarea près de San Diego, en Californie, l'ont immédiatement arrêté et ont contacté les autorités de Las Vegas. José a renoncé à ses droits Miranda et n'a pas contesté son extradition, il voulait rentrer chez lui auprès de sa famille. Tout ce qu'il a pu dire d'Eric, c'est que les deux s'étaient séparés au Mexique et qu'ils n'avaient plus de nouvelles depuis des mois. Les enquêteurs ont dit que José a coopéré dès le début de leurs interrogatoires, mais qu'il a d'abord donné une version édulcorée pour minimiser son implication dans l'affaire. Confronté aux vidéos de surveillance, il a reconsidéré sa version initiale et s'est ouvert davantage aux agents. José a déclaré qu'il était levé tôt ce matin-là et travaillait dans le garage de la maison. Il avait prévu d'emmener sa femme à un événement d'église dans quelques heures et s'occupait de certaines choses quand il a entendu Eric et Leslie entrer dans la maison et monter les escaliers. Il a dit qu'une demi-heure plus tard, Eric est redescendu les escaliers torse nu, traînant le corps de Leslie sur un drap. José a dit qu'Eric lui a dit qu'elle avait fait une overdose et était décédée. Eric a alors complètement perdu les pédales et a commencé à dire à son père qu'il devait faire quelque chose du corps. José a dit qu'il avait immédiatement aidé Eric à sortir le corps de la maison pour que sa femme et ses filles ne descendent pas et ne soient pas impliquées. Il poursuivrait en disant que lorsqu'il a regardé Leslie, il n'a vu aucune blessure évidente. Il n'y avait pas de sang ou de vomissure sur elle et elle n'était que partiellement habillée, sans pantalon et avec ses sous-vêtements remontés de travers autour de la taille. Il a aidé Eric à la mettre dans la voiture et a immédiatement saisi le tuyau d'arrosage pour nettoyer les graviers à l'extérieur pendant que son fils s'éloignait avec le corps. Il a dit aux enquêteurs qu'il n'avait pas consciemment essayé de détruire des preuves,
mais qu'il était juste sous le choc et essayait de faire quelque chose. Il a dit qu'il pensait qu'Eric se rendait dans l'Utah dans l'intention de se débarrasser du corps. Bouleversé, José est allé chez sa fille à proximité pour lui parler, mais peu après, Eric s'est également présenté à cette maison. José ne s'attendait pas à le revoir ce jour-là et Eric a commencé à se comporter de manière folle, criant qu'il allait se suicider ou tuer José et que des gens allaient peut-être venir tuer la famille. José a alors choisi de fuir avec son fils. Ils sont rentrés chez eux, ont rassemblé tout l'argent qu'ils ont pu et ont pris la direction de la Californie, traversant ensuite la frontière pour aller au Mexique. Pendant le trajet, Eric a refusé de parler de ce qui s'était passé, si ce n'est que Leslie avait fait une overdose de drogue et qu'il avait trop bu ce soir-là. En fin de compte, José a conclu un accord de plaidoyer, plaidant coupable de destruction de preuves et de complicité de meurtre. Il a passé 205 jours au centre de détention du comté de Clark avant d'être jugé et a été condamné à un total de 2 ans de prison, les 205 jours déjà effectués étant déduits de la peine. Cette condamnation et cette peine légère ont été vivement critiquées au sein de la communauté et même du bureau du procureur du district. Le procureur adjoint principal, John Giordani, a déclaré à la presse que la législature du Nevada devait faire quelque chose car jeter le corps d'une jeune fille et la traiter comme un déchet ne devrait pas être considéré comme un délit mineur. Et aider un meurtrier après un crime aussi odieux ne devrait pas non plus être traité comme tel. La famille de Leslie s'est également exprimée dans la presse concernant la condamnation de José. Si alguien sabe de estos criminales, por favor que se entreguen a la justicia, porque los van a encontrar a donde se vayan, que se entreguen, ¿por qué la mataron a mi hija? Ella era una niña muy buena, estaba estudiando, ya se iba a graduar. José n'aura à purger que 8 mois de prison supplémentaires avant d'être libéré. Pendant son séjour en prison, il avait suivi plusieurs formations imposées par l'État, ce qui lui a permis de réduire sa peine. Sa libération a suscité de vives réactions négatives au sein de la communauté. Il était désormais un homme libre, alors que son fils Eric continuait de se promener librement et sans être puni pour ce qui s'était passé cette nuit fatidique. Eric a fait l'objet de 2 émissions télévisées nationales, mais aucune preuve solide n'a été trouvée. Des rapports indiquent qu'il a été vu dans les États de Chihuahua et de Durango au Mexique, mais jusqu'à présent, il a réussi à échapper aux autorités. La famille de Leslie a continué à lancer des appels à la communauté pour obtenir toute information qui permettrait de clore cette affaire et de faire comparaître Eric devant un juge. We always think about her all the time. Like, there's not a day, that goes by that we don't. Everything reminds us of bring yourself in, because there's no way of hiding out anymore. You can't hide forever. And just, pay for what you did, because we're not gonna stop until we get justice. Il est toujours un homme très recherché et si vous avez des informations sur sa localisation, veuillez contacter la police d'État du Nevada en appelant le 755 684 2644. Nous ne connaîtrons peut-être jamais la véritable histoire de ce qui est arrivé à Leslie Palao lorsqu'elle est entrée dans la maison de la famille Rangel. S'agissait-il d'une overdose qui a causé sa mort ou Eric l'a-t-il tué comme il l'a dit à son ami? Nous pouvons seulement espérer que la justice finira par le rattraper un jour. Si cette affaire vous a interpellé, n'oubliez pas de mettre un j'aime à la vidéo, de laisser un commentaire avec votre point de vue et de vous abonner à la chaîne. Activez également la cloche de notification afin d'être tenu au courant à chaque nouvelle affaire choquante que nous révélerons. En attendant, restez en sécurité et gardez l'œil ouvert, vous ne savez jamais ce qui se cache dans l'ombre.